Hi guys! Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un gros morceau parce qu'on va parler de ACOTAR, genre tout ACOTAR, pas juste celui-là. Ça fait quelques temps que vous me demandez de vous faire une review quand j'aurai tout fini, c'est chose faite. Et il fallait que je prépare cette vidéo parce que certains des livres ne sont pas tout frais dans ma tête. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un avis complet sur la saga de Sarah J Maas. Pour que tout soit clair, regardez comme je suis hyper concise. Je vous ai fait carrément... j'ai carrément fait voilà, un petit doc où j'ai pris toutes mes notes. Je vais décortiquer livre par livre, pas en détail parce que je vous avoue que je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe dans chaque livre. Sachez d'avance qu'il y aura des spoils dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas fini la saga, finissez-la avant de regarder parce que je risque de vous spoiler des petits moments croustifondants. Et si vous n'avez pas peur de vous faire spoiler et que vous êtes là quand même, et ben bienvenue, mais je vous aurais prévenu. ACOTAR, j'ai fait un petit résumé pour vous contextualiser pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas forcément lu la saga. C'est un monde de fantasy divisé en deux contrées, on va dire. Il y a celle des humains et celle des fae. On va suivre donc le personnage de Fer et ses sœurs par après, qui habitent dans une chaumière dans le monde des humains avec leur père. Et un jour, pendant qu'elle chasse, Fer va malencontreusement, accidentellement tuer un fae qui n'est pas sous sa forme humaine, entre guillemets, sa forme fae de base, puisqu'il est sous la forme d'un loup. Et donc elle va le tuer par inadvertance. Et pour s'acquitter de cette dette, elle va devoir suivre Tamlin, le seigneur de la cour du printemps, en tant qu'invitée / prisonnière. Et de là, elle va découvrir tout un nouveau monde qui s'ouvre à elle et qui est complètement inconnu pour elle. Et elle va découvrir de sombres secrets dans ce monde qui regorge déjà de danger pour quelqu'un qui est humaine. Donc voilà pour les bases. Pour moi, le gros plus de cette saga avant de commencer, c'est l'univers qui est hyper riche, qui est hyper bien construit et qui regorge de mythologie en tout genre. C'est hyper intéressant et on se plonge directement dans l'univers. Un autre gros point positif, et ça c'est typique de Sarah J Maas, c'est la construction de ses personnages. Je trouve qu'elle a un talent vraiment pour détailler un personnage et faire en sorte que le lecteur ait l'impression de connaître les personnages dont il lit les histoires. Et ça, je trouve ça super important dans une saga, de pouvoir vraiment s'identifier au personnage ou de se sentir vraiment inclus dans le groupe d'amis, dans le groupe de personnages qu'on suit. Pareil, la trame, elle a vraiment une façon, je trouve, d'amener des petits indices qui nous amènent à la résolution finale, et au final ça tombe pas de nulle part. On se rend compte que tout est bien ficelé et tout se relie à la fin du coup. Le seul truc que je pourrais reprocher au niveau du plot de l'histoire, c'est vraiment le dénouement de ces intrigues. Je trouve que les résolutions sont toujours évidentes et il n'y a jamais vraiment une énorme surprise dans la résolution de l'intrigue, et ça je trouve ça un peu dommage. Après c'est un peu typique d'une saga c'est une saga young adulte, et donc c'est un peu typique de ça. Voilà, pour l'avis déjà un peu général, les plus et les moins de cette saga. On va passer aux livres individuels maintenant. Pour le premier, ACOTAR. Alors dans ce livre, j'avais envie de dire qu'on pose les bases de l'univers et de tout ce qu'on va introduire, mais d'un autre côté non, parce qu'il est très différent des autres. Je trouve que c'est même le moins bon. En fait, dans le premier, on assiste vraiment à une réécriture de La Belle et la Bête, tout point. Et c'est assez cool de lire une réécriture de La Belle et la Bête, mais qui n'est pas exactement la même. Mais je trouve que c'est pas le livre sur lequel il faut se baser si on veut lire la saga. Si c'est un livre qui vous a pas transcendé ou dans lequel vous avez eu du mal à vous plonger, pour moi il faut pas baser son avis sur ce tome. Il faut avoir au moins lu le deuxième, parce que après ça prend un tout autre tournant, mais on parlera du deuxième après. Dans ce tome, on introduit
qu'une partie de l'univers puisqu'on n'introduit que la cour du printemps. Et je trouve ça dommage parce que ça nous donne qu'un avant-goût et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se basent sur ce premier livre en disant oh j'ai été déçue etc. Et je peux comprendre parce que moi-même j'étais déçue quand j'avais lu le premier. Je comprenais pas toute la hype qu'il y avait autour de la saga. Et j'ai persévéré et en fin de compte j'adore cette saga. Le gros point positif dans celui-là je trouve, c'est l'empathie qui est mise en place autour du personnage de Fer. Je trouve que le livre est écrit de manière à ce qu'on ressente logiquement et inconsciemment de l'empathie envers Fer et ça va un peu baser tout le reste de l'histoire et tous les autres livres et ça je trouve que la construction du personnage de Fer elle se fait, au début dans celui-là et quand on voit tout le chemin qu'elle parcourt dans les autres livres par rapport au chemin qu'elle parcourait dans celui-ci, on se rend vraiment compte de son évolution et c'est pour ça qu'au final il est quand même important même si c'est le moins bon. Je trouve que la fin de ce livre est un peu trop évidente. Toute la partie par exemple où Fer a cette espèce de parcours du combattant à terminer pour sauver ceux qu'elle aime, je trouve que c'est un petit peu trop évident. Et la fin où elle se sacrifie et tout le monde la ressuscite et tout le monde lui donne une partie de son pouvoir et au final elle est ce qu'elle est maintenant. Perso je trouvais que c'était un peu trop évident. J'aurais préféré qu'elle s'en sorte par elle-même sans avoir recours à la magie, sans avoir besoin de l'aide des grands seigneurs etc. Je trouve ça dommage d'avoir terminé l'histoire là-dessus parce qu'au final elle se construit toute seule mais elle a quand même besoin des faillés pour survivre à la fin de l'histoire et j'ai trouvé ça dommage et c'est un petit peu ce qui m'a déplu à la fin de ce livre parce que je trouve que le livre est en deux parties. La première partie c'est où elle découvre toute la cour du printemps, Tamlin et tous ses serviteurs et elle en apprend un peu plus sur la malédiction qu'il y a autour du domaine, de la cour du printemps etc. Et je trouve qu'elle arrive à la fin par ses propres moyens et au final tout est cassé à cause de ça et ça m'a frustrée dans ce tome. Je vous avoue que j'aurais pas grand chose d'autre à dire sur celui-ci parce que c'est le plus court et parce que il est vraiment différent de tous les autres. Donc voilà, c'est clairement celui que j'ai le moins aimé de tous. Le deuxième tome, personnellement, c'est mon préféré et je pense que c'est le préf de beaucoup de personnes parce que il y a beaucoup de choses qu'on attend dans le premier qui se passe dans le deuxième et donc c'est hyper addictif et c'est hyper prenant et ça se lit mais super vite. Moi ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre c'est encore une fois le développement du personnage de Fer qui se développe dans une autre cour que celle du printemps. Et c'est hyper cool de sortir un petit peu de l'environnement qu'on a vu pendant tout un tome et de se concentrer sur d'autres cours parce qu'on sait qu'il en existe d'autres mais on ne les a pas encore vus jusque là et c'est hyper cool de voir vraiment l'étendue de l'univers, l'étendue de l'environnement des Fae. Moi j'ai adoré voir ça. Et puis il y a aussi toute l'intrigue autour de l'entourage de Rysand et aussi de ce qu'il montre par rapport à ce qu'il est, qui est hyper belle je trouve. C'est hyper bien pensé, c'est hyper bien ficelé. Moi j'étais prise du début jusqu'à la fin dans ce livre. Puis il y a aussi tout le développement de la relation entre Fer et Rysand qui est hyper addictive et qu'on attend depuis le premier tome. Et je trouve ça cool que Sarah J Maas nous ait pas fait attendre jusqu'à la fin de la saga pour nous donner ce qu'on attendait à ce niveau là. Ça va assez vite et d'un autre côté il n'y a pas cette sensation de rush, de ah ça a été trop vite, non, on y va step by step et ça je trouve que c'est hyper bien ficelé. C'est encore une fois un des gros points positifs dans l'écriture de Sarah J Maas, c'est qu'elle pose les bases et puis une petite évolution et puis une autre et puis une autre et puis on y va step by step et on avance mais sans rusher et sans que ce soit trop lent non plus. Et ça c'est chef kiss vraiment. Bon on ne va pas s'éterniser autour du smut qu'il y a dans ce livre parce qu'il y en a pas mal mais c'est ce qu'on attend tous. On va pas se mentir, toute la construction de Velaris est incroyable je trouve. Ça donne envie de se plonger dans l'univers et d'être avec eux. Le fan family aussi de tous les personnages qui composent l'entourage de Rysand, je trouve que c'est incroyable. Moi c'est vraiment un des trucs que je préfère dans les sagas de fantasy parce que c'est vraiment ce
qui te fait rester dans le livre. Je sais pas comment expliquer, mais moi c'est toujours quelque chose qui fonctionne avec moi dans les sagas de fantasy, déjà avec Six of Crows et avec enfin, plein d'autres sagas. Moi c'est quelque chose qui me fait m'attacher encore plus au personnage, et ça c'est hyper important je trouve, et il est hyper bien abordé et hyper bien mis en situation dans ce livre. Et bref, c'est mon préf celui-là, je l'adore. On avance dans l'intrigue et Rysand quoi, genre Rysand. Voilà, c'est tout. Pourquoi je parle tout bas, je ne sais pas. Ensuite, on va passer au troisième de la trilogie, qui est celui avec le plus d'action selon moi. Si je me rappelle bien, celui-ci il commence avec Fer qui est de retour à la cour du printemps et qui fait croire à Tamlin qu'elle l'aime toujours alors qu'elle est mariée avec Rysand. Rafraîchissez-moi la mémoire dans les commentaires si vous savez. J'avais peur dans le début de ce livre, je me rappelle, j'avais peur que ça tire trop sur le fait de faire semblant. J'avais peur que ça dure trop longtemps, le moment où Fer fait semblant de toujours être avec Tamlin alors qu'en fait elle est avec Rysand. En fait ça dure pas si longtemps que ça et on bifurque assez rapidement vers l'intrigue de base, tous les autres personnages, et ça c'est très cool parce que du coup on avance. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans celui-ci, c'est qu'on avait beaucoup plus d'aperçus sur le caractère des sœurs de Fer, et je trouve qu'après avoir lu celui-ci, ça devient un peu lourd de ne suivre que Rysand et Fer, et donc celui-ci ça vient rajouter un peu de l'huile sur le feu. Moi je me rappelle que j'étais frustrée de ne pas avoir le point de vue de certains personnages parce que justement ils deviennent de plus en plus importants, et pourtant l'histoire ne se concentre quand même que sur Rysand et sur Fer, et donc ça devient vite frustrant, pardon, et c'est peut-être le gros point négatif que j'ai ressenti avec ce livre là. Après il y a beaucoup d'action, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas l'action et qui décrochent pendant les moments d'action. Moi c'est quelque chose qui me fait justement rester, j'adore les moments d'action, et celui-ci j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps parce que c'est vraiment la résolution finale de tout. Le Found Family il s'approfondit encore plus parce que les personnages sont encore plus soudés par rapport à ce qui leur arrive, et du coup on se sent vraiment impliqué dans le livre. On a l'impression d'être avec nos amis, d'être avec notre famille, et qu'en fait ce qui les touche eux nous touche nous. Enfin moi c'était le ressenti que j'avais dans ce livre là. On a beaucoup de réponses à nos questions aussi, mais il y a de nouvelles questions qui se créent à la fin du livre. Bon ça c'est logique, c'est des sagas, surtout quand on sait que celle-ci ne clôture pas tout. Et je me rappelle que une frustration que j'avais aussi, c'est de ne pas en savoir plus sur le pouvoir de Hélène et de Nesta. On en sait plus par après, mais c'est vrai que ce tome là il conclut assez bien la trilogie parce que à la fin on se rend vraiment compte qu'on a besoin de changer d'air et qu'on a besoin de changer de point de vue, et que du coup ça commence à s'essouffler de n'avoir le point de vue que de Fer et de Rysand. Et d'un côté pas plus mal parce que du coup quand on switch sur la nouvelle trilogie qui suit, on est prêt à suivre vraiment le point de vue d'un autre personnage, donc c'est assez bien équilibré. Il y a beaucoup de rebondissements, et moi je me rappelle que j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur Cassian et Azriel dans ce livre là, et que j'étais trop frustrée parce que dès qu'il y avait des passages avec eux, ils étaient trop courts, ou au final c'était pas approfondi assez à mon goût parce que d'office l'intrigue est basée autour de Fer, donc il fallait conclure ça avant de commencer avec d'autres personnages. Mais je me rappelle que j'étais trop frustrée. Et par contre un passage du livre que j'ai vraiment pas aimé, c'est à la fin quand Rysand est censé mourir et qu'il ressuscite. Et ça, honnêtement, j'ai pas trouvé ça incroyable. En fait, ça rejoignait encore une fois le premier où Fer est censé mourir et qu'en fait elle se sacrifie et qu'au final elle ressuscite grâce aux grands seigneurs qui donnent une partie de leur pouvoir. Ici c'était un peu la même chose, et je me disais mais si c'est pour faire une frayeur comme ça, autant le laisser mourir. Pas que je veux que Rysand meure, j'aurais été dévastée s'il était mort, mais honnêtement c'est... En fait j'aime pas cet entre-deux où tu fais une frayeur au lecteur en faisant croire qu'un personnage est mort et en fait au final il ressuscite. Non, enfin ça m'énerve en fait. Soit il meurt, ou alors soit il est à deux doigts de mourir mais il meurt pas, mais pas genre les trucs de ressusciter. Moi ça m'énerve parce que je me dis mais alors ça peut être la résolution de plein d'intrigues de fantasy et c'est trop facile. Donc Sarah J Maas, arrête de faire ressusciter les gens. Soit tu les tues, soit tu les tues pas. C'est vraiment le gros point négatif, c'est ce qui m'a énervé à la fin, mais après ça reste une saga que j'adore. Je suis désolée si je fais pas un résumé vis-à-vis de ceux-là,
mais je les ai lus l'année dernière et l'année d'avant, alors du coup je ne saurais pas vous résumer. Puis si vous êtes là, c'est que vous-même vous avez lu, donc j'ai envie de dire, c'est pas grave. Et du coup on va passer aux 2 derniers. Ici je vais pas m'attarder trop longtemps parce que c'est un tome compagnon, donc vous n'êtes pas obligé de le lire, mais c'est un petit plus si vous le lisez. Il y a des petits passages qui soulignent des échanges et des discussions dans le dernier. Et en gros ici ça se passe pendant le solstice d'hiver, donc la fête qui se passe à la cour de la nuit. Je suis vraiment l'après-guerre de ce tome dans celui-ci parce que tous les personnages sont en recover, enfin je sais pas comment expliquer, ils se sont en train de se remettre de tout leur trauma, de tout ce qui s'est passé. Donc au final ça fait du bien de suivre les personnages enfin dans une période calme. Bon, la fin nous tease quand même des petits problèmes qui vont arriver dans la suite, et d'un côté c'est logique, mais d'un autre côté ça fait plaisir de suivre les personnages quand il n'y a pas un danger qui les cerne dans l'instant. Et le plus gros point positif de celui-ci, c'est qu'on a enfin le point de vue des autres personnages. On a le point de vue de Azriel, on a le point de vue de Cassian, de Nesta, de Mor, et ça honnêtement c'est cool parce que du coup on a tellement bouffé de Fer et Rhysand dans les tomes précédents que là juste c'est un peu rafraîchissant d'avoir l'histoire sous un autre point de vue, sous une autre forme. Ce qui est cool aussi c'est le mood hivernal. Moi je l'avais lu pendant l'hiver et on se sent comme dans un petit cocon et ça fait du bien de retourner dans l'univers d'Akotar. Et on va passer au plus gros morceau puisque celui-ci est frais dans ma tête parce que je l'ai terminé il y a quelques jours. C'est le tome qui est centré sur l'histoire de Nesta. À savoir qu'il fait 800 pages, donc c'est quand même un gros bébé, enfin presque 800 pages. Moi je pense que c'est de loin mon préféré avec celui-ci. Mais je trouve que celui-ci est tellement mieux travaillé, mieux écrit, mieux pensé, que je pense que c'est vraiment mon préf de tous. Dans celui-ci, on suit Nesta après tout ce qui s'est passé, après qu'elle ait été plongée dans le chaudron, après qu'elle se soit rendue compte qu'elle ait des pouvoirs, après qu'elle soit forcée de vivre dans le monde des faées contre son gré, après la mort de son père. Et donc ça fait beaucoup. Et ce livre est abordé de manière beaucoup plus adulte. Dans les tomes précédents, on est vraiment sur du young adulte. Ici, on est sur du adulte, que ce soit pour les scènes de smut que pour les scènes où on va parler de la santé mentale de Nesta, qui n'est clairement pas au point au début de ce livre. Je trouve que toute la trame est hyper bien exploitée. Moi, j'ai vu des petits clins d'œil par-ci par-là qui sont typiques de Sarah J. Maas que j'ai vraiment apprécié. Le premier point positif de ce livre, c'est vraiment le caractère development de Nesta qui est incroyable et qui est hyper bien fait. Quand on l'a su au début du livre, elle est nulle part, elle sait pas où elle va, elle est perdue, elle est pleine de mauvais sentiments, et quand on la voit à la fin du livre, elle sait vraiment où elle va, elle a trouvé sa voie, etc. Et ça se fait encore une fois dans la chronologie de manière hyper bien équilibrée. On n'a pas de rush mais c'est pas trop lent. La première partie, je vais dire que c'est peut-être la plus lente parce que vraiment on met en situation tout l'état mental de Nesta qui est pas incroyable, qui est très négatif. Et donc forcément il faut qu'on ait vraiment une idée de son état d'esprit pour qu'on puisse voir son évolution sur le long terme. Sarah J. Maas le fait super bien. Et pas que au niveau du personnage de Nesta, mais même au niveau de l'histoire, au niveau de la chronologie et de la trame en elle-même. Tout est bien équilibré, il y a de l'action, il y a beaucoup de dialogue. Je trouve que certains personnages sont beaucoup plus approfondis, comme par exemple le personnage de Cassian. On a beaucoup moins de Fer et de Rhysand, donc ça permet vraiment de rééquilibrer par rapport au tome précédent. Et ça, moi, c'est ce dont j'avais besoin après avoir mangé 4 livres qui sont à propos de Fer et de Rhysand. Je me suis beaucoup identifiée au personnage de Cassian. Je trouve qu'il y a des traits de caractère qui étaient semblables aux miens, et donc ça m'a fait l'aimer encore plus. J'espère que Sarah J. Maas va en prendre soin parce que si elle tue notre Cassian, je crois que je meurs avec. Il y a toutes les références aussi mythologiques aux Valkyries, etc. qui amènent une autre dimension à l'histoire et à l'univers qu'on connaissait déjà. Et ça c'est hyper important, le renouveau quand on démarre une nouvelle trilogie après une saga, je trouve, c'est de pouvoir amener d'autres dimensions et d'autres paramètres qu'on n'avait pas dans les suivants. Nesta évolue dans un environnement qu'on connaît déjà, mais pas que, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui sont amenées. Je pense par exemple aux personnages de Emery et de Gwen, aux prêtresses, à la bibliothèque, au pavillon.
aux entraînements des Valkyries. Enfin, il y a tellement de choses nouvelles qui sont amenées avec Nesta qu'on voit l'histoire sous un nouvel angle et c'est hyper addictif et hyper agréable. Et ça fait qu'on s'attache encore plus au personnage de Nesta parce qu'on se rend compte que elle est aussi forte que Fer, mais au final elle fait son propre chemin et qui est très différent de celui de Fer. Et puis il y a cette notion de l'amitié, même de la fraternité entre Nesta, Gwen et Emery qu'il y a déjà avec Rysand, Cassian et Azriel, sauf que tous les trois on n'a que des bribes de ce qui s'est passé entre eux, de leur entraînement, etc. Alors que ici, on les suit à l'instant T avec Nesta, Emery et Gwen. Et ça, je trouve que c'est hyper appréciable parce que ça nous donne vraiment une idée de ce par quoi sont passés Rysand, Cassian et Azriel, alors que ce sont des femmes. Et donc ici, il y a vraiment un équilibre entre les deux. Cet aspect, il y a que les hommes qui ont le droit de faire le rite du sang, ben en fait non, parce que non, du coup, les trois personnages prouvent le contraire à la fin du livre. Et honnêtement, c'est une des parties que j'ai préférées. Le rite du sang, qui est vraiment la dernière partie du livre, je pense que c'est vraiment ma partie préférée du livre. J'ai trouvé que c'était super bien fait. J'étais à fond dedans, je pense que je l'ai lu d'une traite. J'étais vraiment dedans, j'aurais pas pu décrocher tellement tous les éléments étaient mis en place pour avoir envie de savoir la suite. Et je voyais tout le décor dans ma tête, j'avais l'impression de voir une série. C'était incroyable. Et puis il y a le développement de la relation entre Cassian et Nesta qui est très bien fait, je trouve. Nesta est tellement un personnage complexe que j'avais peur de comment ça allait être fait. J'avais peur qu'on tombe dans les clichés de la relation qu'on voit dans beaucoup de saga de fantasy, qui est pour moi le schéma Rysand et Fer. C'est pas pour ça que j'ai pas aimé, mais avec Nesta j'attendais quelque chose d'autre et je trouve que Sarah J. Maas l'a très bien fait parce que ça se fait vraiment en douceur. J'ai des attentes pour la suite et ça j'en parlerai après. Ah oui, on a aussi des explications liées au pouvoir de Nesta, liées au chaudron, et ça c'est jouissif vraiment d'avoir enfin les explications liées à ça. D'en savoir plus aussi parce que c'est un pouvoir qui est tellement à part que moi ça rendait le truc encore plus mystérieux dans ma tête et je voulais tellement avoir des réponses. Il y a encore des questions qui sont non résolues pour moi parce qu'au final son pouvoir est lié à son état mental et donc du coup, encore une fois, le début est lié à la fin est liée au début et je peux pas demander plus que ça en fait. Quand tout est si bien lié, quand tout est si bien construit, et la résolution finale est vraiment bien faite, je trouve que c'est la meilleure de tous les livres. Encore une fois, il y a le petit truc qui m'a dérangé, c'est Fer qui est censé mourir avec son bébé et qui ne meurt pas parce que Nesta les sauve. Ça m'a un peu moins dérangé ici parce que c'était amené de manière à ce que Nesta sacrifie aussi quelque chose d'elle pour les sauver, et c'est un pouvoir qui est assez puissant pour sauver deux personnes. Mais d'un autre côté, il y a toujours une petite partie de moi qui peut pas s'empêcher de se dire que c'est trop facile. Un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi, c'est que quand ils se mettent à la recherche du trésor dans le livre, Nesta trouve en premier le masque. Et moi j'ai vu ça d'un point de vue un peu psychologique. Elle trouve le masque quand elle n'est pas encore redevenue totalement elle-même, quand elle ne sait pas encore où elle va. Si le masque c'était une manière de nous montrer et de lui dire à elle qu'elle masquait encore ses sentiments. Le dernier objet qu'elle trouve, c'est la harpe. Et la harpe, pour moi, ça représente la musique. Et on nous dit pendant tout le livre que Nesta adore la musique, qu'elle adore danser. Il y a toute cette partie où elle va danser avec Eris, où on dit que c'est une danseuse hors pair. Quand Cassian lui offre la petite boîte à musique. Et au final, c'est la harpe qu'elle trouve en dernier, et c'est grâce à la harpe qu'elle sauve tout le monde. Et pour moi, ça montre vraiment toutes les étapes par lesquelles elle est passée pour aller mieux et pour se sentir enfin bien. Ça joue même avec l'intrigue de base, avec la recherche du trésor, et je trouve que c'est incroyablement bien fait et bien pensé par Sarah J. Maas. Je trouve que tous ces petits détails qui sont semés pendant toute l'histoire, c'est hyper important parce qu'une fois qu'on a la résolution à la fin, on se rend vraiment compte que tout était glissé dans le livre. Après, il faut quand même se dire qu'il y a des trigger warnings dans ce livre. Et donc voilà pour le dernier tome de ACOTAR. J'ai hâte de savoir la suite parce que j'ai des attentes qui sont là et qui j'espère seront respectées. Et je vais vous en parler maintenant. Mes attentes vis-à-vis de la suite. Il y a une première chose que j'ai envie d'aborder, c'est le personnage d'Eris, qui est détestable au possible
et qui pourtant m'intrigue énormément. J'ai envie de savoir ce qui se cache derrière ce type. Vraiment, je suis intriguée de ouf. Il y a aussi tout le drama autour de l'histoire entre lui et Mort et j'ai envie de savoir ce qui s'est réellement passé parce que là, tout dans les tomes précédents nous prouve qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas et qui ne s'est pas passé comme tous les personnages le disent. Et je suis certaine que Eris n'est pas un mauvais personnage, que c'est pas une mauvaise personne et j'ai envie de savoir ce qui se cache là-dessous. Vraiment, c'est quelque chose qui me prend la tête et j'ai envie de savoir. Donc pour le personnage d'Eris, je veux en savoir plus. J'aimerais aussi le point de vue d'autres personnages. On a eu Fer Rysand, on a eu Nesta Cassian. Maintenant, je veux Azriel. Merci, s'il vous plaît. Je veux Azriel, je veux Hélène, je veux peut-être Gwen, je veux Eris, je veux Luciane. Je veux tous ces personnages qui sont restés en stand-by et qui pourtant ont une intrigue de fou autour d'eux. Quelque chose aussi que j'aimerais bien qu'il soit abordé, c'est le pouvoir d'Hélène. Parce qu'on a approfondi le pouvoir de Nesta, on sait d'où il vient, on sait ce dont elle est capable avec ce pouvoir-là. Mais Hélène, on n'en sait rien. On sait que c'est un petit peu un don de prophétie, de vision, etc. Mais on n'en sait pas plus. C'est pas que j'adore le personnage et que je veux absolument qu'il soit approfondi, mais je trouve que ça va dans la suite logique des choses d'avoir approfondi le personnage de Fer et de Nesta et maintenant que ce soit autour d'Hélène. Surtout qu'elle a quand même un pouvoir lié au chaudron, donc ça va quand même être important. Et aussi savoir ce qu'il en est de sa relation avec Luciane, vu qu'elle est l'âme sœur de Luciane mais que lui n'est pas forcément son âme sœur. Il y a clairement une ambiguïté avec Azriel. Azriel a aussi une ambiguïté avec Gwen, je sais pas, j'aimerais bien que ce rouage infernal soit réglé. J'aimerais aussi plus de moments entre les trois sœurs qui se sont enfin réconciliées. J'aimerais aussi plus d'histoire et plus de précision sur les Valkyries, sur leur rôle. On est resté beaucoup à Velaris dans celui-ci, on est resté quand même pas mal à la cour de la nuit et je trouve que c'est un univers qui est tellement riche que ce serait dommage de se concentrer sur un seul lieu et de pas voir les autres. J'aimerais aussi voir l'évolution de Nyx, l'enfant de Fer et de Rysand. J'aimerais savoir également ce qu'il advient du rite du sang. Est-ce que les femmes vont enfin pouvoir s'y prêter ou est-ce que ça va encore rester totalement masculin? Je pense qu'on tend vers un changement, mais j'aimerais bien voir comment ce changement opère la suite de l'histoire. Et puis il y a l'intrigue de base avec Koschei, la reine Brialine, qui n'est toujours pas réglée et forcément je me doute que ça va être poursuivi dans l'histoire. J'espère qu'on va pas faire de Nesta un personnage attendrissant comme Fer l'est avec Rysand par exemple. Je trouve que justement, la particularité du personnage de Nesta, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment très puissant et qui n'a pas du tout le même caractère que les autres personnages féminins dans le livre. Je trouverais ça dommage, entre guillemets, qu'elle se ramollisse de par sa relation avec Cassian. C'est toutes mes expectations vis-à-vis de cette saga. Et c'est même pas quand le prochain tome sortira. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Et j'espère que cette analyse, entre guillemets, et cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!